Bon, je suis simplement Henri Laurence, professeur au Collège de France, chaire d'histoire du monde arabe, enfin l'histoire contemporaine du monde arabe pour être plus précis, mais une histoire qui commence en 1750 et qui prend une année de plus tous les ans. Ouais, l'expédition d'Égypte, c'est comme tout événement historique, c'est la rencontre de plusieurs séries de causalités. La première étant que la question d'Orient, c'est une expression anachronique pour la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le sort de l'Empire ottoman était une question essentielle de politique européenne à la fin du XVIIIe siècle. Alors la Révolution française a momentanément interrompu la question, mais à la fin des années 1790, elle revient à l'ordre du jour parce que l'Europe commence à se restabiliser aux alentours de 1795-1797. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est que cette question d'Orient est liée à la présence britannique en Inde. Et les responsables français, en général les Européens d'ailleurs, pensent que le secret de la puissance britannique consiste à son contrôle de l'Inde. Les Britanniques ne contrôlent encore qu'une partie en 1798, mais déjà une notable partie. Et donc, comme en 1797, l'Autriche s'est retirée de la guerre, il n'y a plus que comme ennemi de la France la Grande-Bretagne. Et donc, les responsables français ont le choix entre deux possibilités pour faire la guerre, soit couper le commerce européen de l'Europe, enfin couper le commerce britannique de l'Europe, ce que Napoléon fera plus tard sous le nom de blocus continental, mais ça veut dire faire la conquête de toute l'Europe, ou essayer de frapper l'Angleterre en Inde, et puisqu'il n'est pas possible de débarquer en Angleterre, les déséquilibres des marines est trop important. Et donc l'Égypte est la voie pour accéder à l'Inde et éventuellement susciter des révoltes des Indiens contre les Britanniques. Et puis il y a d'autres points de dossier qui peuvent apparaître, comme le fait que les Français ont perdu leur colonie des îles à sucre, comme on dit, des Antilles, et ils peuvent penser qu'en Égypte, ils peuvent trouver une colonie de substitution pour les produits coloniaux qui ne viennent plus d'Amérique, puisque les Anglais contrôlent l'accès aux Antilles. Donc là, on a un projet colonial. Et puis il y a aussi l'idée que la Révolution française a une dimension universelle. Elle a dès le départ, au sens où la Déclaration des droits de l'homme ne fait référence à aucun peuple, elle est absolue, contrairement à la Déclaration américaine. Et ensuite, à partir de 1795, la vision des révolutionnaires français s'élargit au monde. L'action de la Révolution française devient en quelque sorte une action mondiale et donc ils peuvent s'appliquer à des sociétés islamiques. D'abord, il faut voir que l'Égypte fascine les Français et les Européens depuis longtemps, l'Égypte antique, et surtout dans un contexte de déchristianisation, les hommes des Lumières et les révolutionnaires français ont besoin de rituels, de symboles concernant tout ce qui est funéraire, et dans la mesure où ils rejettent le symbolisme chrétien, ils adoptent des symboles dits égyptianisants parce qu'ils n'en comprennent pas le sens, comme marque funéraire. C'est ainsi que sous la Révolution, on célèbre les morts de la Révolution sous des obélisques de bois, et ainsi de suite. Et continuera après l'expédition d'Égypte, puisque les premières tombes du Père Lachaise sont des tombes souvent avec des symboles égyptiens. Donc l'Égypte fournit quelque sorte un mobilier funéraire de substitution par rapport au christianisme qui est dans cette époque-là encore rejeté par les révolutionnaires. Et donc cette fascination de l'Égypte s'inscrit aussi dans une vision héritée de la franc-maçonnerie, de messages ésotériques, et
Donc on peut penser qu'il y a peut-être quelque part une recherche de la sagesse, etc. Et des expéditions savantes, il y en avait déjà à la fin du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, c'est le siècle des périodes des expéditions savantes. Le voyage de la Pérouse, au début des derniers voyages de la Pérouse, est une expédition savante. Et donc, ce qui frappe, c'est simplement la quantité de gens, puisqu'il y a environ 130 à 150 personnes qui se trouveront dans la commission des sciences et des arts, mais beaucoup sont des ingénieurs. Et donc, ce qui aura lieu durant l'expédition elle-même, c'est un inventaire scientifique de l'Égypte qui s'articule sur trois champs essentiels. Le premier, c'est l'Égypte antique qui fascine tellement les Européens. Et donc là, on aura le premier relevé scientifique et systématique d'antiquité égyptienne, surtout qu'ils découvrent par exemple la vallée des Rois ou autres monuments de ce genre. Le second, c'est l'histoire naturelle. Nous sommes à un siècle d'histoire naturelle et donc il y aura un relevé systématique de la faune et de la flore égyptienne. Et puis le troisième, c'est ce qu'ils appellent l'état moderne, qui est la description de la société égyptienne telle qu'elle est à la fin du XVIIIe siècle, avec des méthodes, par exemple statistiques, qui n'avaient jusque-là jamais été utilisées. Quand Chabrol fait la statistique de la ville du Caire, il prépare ce qu'il fera 30 ans après, la statistique de la ville de Paris. Donc là, on a, comme souvent dans le système colonial, des bancs d'essai. Et alors, tout cet ensemble produira finalement la description de l'Égypte une vingtaine d'années, le temps qu'on réunisse tous les dossiers, qu'on prépare, qu'on fasse des éditions de textes, etc. Qui est la description de l'Égypte. Alors, la curiosité de la description de l'Égypte, c'est qu'elle est presque anachronique au moment où elle sera publiée. D'une part parce qu'elle correspond pratiquement au moment où Champollion déchiffre les hiéroglyphes, et donc par conséquent, toutes les spéculations sur l'Égypte antique qui sont dans la description deviennent fausses, puisqu'on a pour la première fois accès au texte réel, et d'autre part parce que l'Égypte a commencé une gigantesque révolution agricole, un changement complet du paysage égyptien, et donc déjà dans les années 1820, les descriptions des Français sont déjà renvoyant à un état qui n'est plus celui de l'Égypte sous l'époque de Mohamed Ali. Oh, l'impact pour les Égyptiens même, c'était 3 années terribles parce que c'était une succession de violences, de pression fiscale accélérée, d'invasions, de guerres et de combats. Bon. Ce qu'on peut dire, c'est aussi une séquence à travers une longue séquence d'une vingtaine d'années où l'Égypte est déchirée par des guerres civiles et autres. Donc c'est un vrai temps de troubles qui va durer jusqu'en 1811 en Égypte. Alors, ce qui concerne proprement l'Égypte, c'est que les Français, en quelque sorte, plus ou moins volontairement, commençaient à saper le système social, économique que la société égyptienne avait à la fin du XVIIIe siècle, et qu'on peut simplifier comme étant la domination des Mamelouks ou des néo-Mamelouks. Et de ce fait, il ouvre la voie à ce que fera Mehmet Ali, qui achèvera de détruire l'ancien système et donc de pouvoir reconstruire une autre société égyptienne à partir, disons, de 1811, qui est considérée comme, classiquement comme la date de la fin des Mamelouks en Égypte. Il y a donc une transformation fiscale, une transformation de la propriété foncière, etc., qui est tout à fait considérable. En dehors de cela, les Égyptiens et tous les gens de la région prennent conscience que leur avenir doit prendre en compte les interventions européennes, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Si on prend le grand chroniqueur égyptien Abdelrahman al-Jabarti, on voit chez lui qu'on ne parle pratiquement pas des guerres entre les Russes et les Ottomans avant 1798. Par contre, plus tard, il évoque par exemple la bataille d'Austerlitz, parce qu'il sait que quelque chose qui se passe très loin peut influer directement sur le sort de l'Égypte. Donc il y a une prise de conscience sur l'extérieur qui est absolument essentielle. Mais ceci est valable pour l'ensemble de l'Empire ottoman et pas simplement pour l'Égypte. C'est un programme, en quelque sorte, si vous voulez, le programme de départ, le mot-clé de la Révolution française dans les premières années de la Révolution, 1788-89, c'est le terme de régénération. La France entreprend sa régénération, éventuellement aussi la régénération de l'Europe, c'est-à-dire fabrique quelque chose de nouveau à partir d'un matériel qui est ancien. C'est un terme qui est utilisé par exemple en théologie catholique pour les morts ou le baptême. Ça régénère l'individu ou l'âme. Donc ce terme de régénération commence à être moins utilisé au milieu des années 90, tout simplement parce que le sentiment que la régénération, elle a eu lieu, le programme, il est en cours, on a fait des départements, on a fait un nouveau calendrier, on a installé un nouveau système de mesure, enfin bon, le programme est en train d'être appliqué. Et alors, on voit très bien que dès 1795-96, le mot régénération commence à être remplacé par le mot civilisation en tant que processus. Et là, l'expédition d'Égypte est le moment où, pour la première fois, une intervention coloniale et militaire européenne qui se fait au nom de la civilisation dans un but de civiliser. Et donc, c'est en ça qu'on peut faire la jonction entre la Révolution française et ce qui deviendra au XIXe siècle la mission civilisatrice de la France. Évidemment, Bonaparte était intéressé depuis longtemps à l'Orient. Il a lu des livres, et nous avons même ses annotations sur les livres qu'il avait quand il était simple officier avant la Révolution. De façon plus importante, son expert en quelque sorte en question orientale, ça a été le philosophe et homme politique Volney, et que Bonaparte avait rencontré en Corse en 1791-92, parce que Volney avait été envoyé par les révolutionnaires français en Corse au moment où Bonaparte croyait que son destin pouvait avoir lieu en Corse. Et donc il est totalement imprégné des idées de Volney. Et au moment où l'expédition d'Égypte commence, Volney n'est pas en France, il est allé faire un voyage en Amérique du Nord. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer à l'expédition d'Égypte. Volney était connu pour avoir fait un voyage en Syrie et en Égypte dans les années 1780. Et dans ce sens-là, quand Volney rentre en France en 1799, et il comprend très bien le sens du projet de Bonaparte, parce qu'il connaît Bonaparte, parce qu'il en a été un peu un inspirateur. Et donc, il écrit un article sur Bonaparte en Égypte, et il dit le but de Bonaparte est de créer une colonie franco-arabe. Et c'est la première fois que le terme franco-arabe apparaît dans l'histoire, ce que plus tard Jacques Berg dira la chose franco-arabe. Mais en quelque sorte, on peut ainsi dater de l'expédition d'Égypte le terme franco-arabe. Et puis, d'autre part, quelques centaines de Syriens et d'Égyptiens vont revenir dans les bagages de l'expédition en France, parce que tout simplement, ils sont trop compromis. Et c'est la première fois qu'il y aura une installation durable de gens d'origine arabe, et pour une partie d'entre eux musulmanes, en France, à Marseille et à Paris.
la relation qui peut exister entre l'expédition d'Égypte et l'Égypte du XIXe siècle. Elle est d'abord liée au fait que la société égyptienne a été complètement ébranlée à cause des destructions et des mouvements sociaux qui ont été engendrés par l'expédition d'Égypte. Et elle va devenir un peu une table rase dans laquelle le pouvoir de Mohammad Ali va s'installer. Alors, Mohammad Ali, au départ, c'était tout simplement un banal bâtisseur d'empire à la musulmane. Il confisque les terres, il crée une économie centralisée, etc., comme tous les bâtisseurs d'empire dans l'histoire de l'islam. Mais il le fait dans un contexte où la présence européenne est croissante. Et donc, comme c'est un pragmatique, il fait venir autour de lui des conseillers européens, en particulier des Français. Et c'est ces Français qui lui expliquent que finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est un peu ce que Bonaparte faisait, c'est-à-dire la civilisation. Alors, il va d'abord s'utiliser ce terme de civilisation comme prétexte, comme moyen de propagande. On voit là le premier cas où une puissance musulmane lance une action de propagande en utilisant les termes européens auprès des populations européennes, ici françaises. Et donc, pour l'opinion publique française, il va se présenter comme le successeur, l'héritier de Bonaparte en Égypte. Et puis, dans un second temps, mais dans les années 1830 seulement, il comprend que finalement, ce qu'il est en train de faire en essayant de créer un État moderne en Égypte correspond bien à un programme de civilisation. Et cette fois-ci, ça devient un programme destiné à la fonction publique égyptienne, à l'opinion publique égyptienne. Et donc cette idéologie de civilisation en marche sera l'idéologie de la dynastie de Mohammad Ali jusqu'à sa disparition en 1952.